c'est parti. Alors, nous allons commencer par une intervention de Jacques Viard sur les enjeux du tiers financement dans un contexte d'ailleurs particulier, encore plus aujourd'hui. On en parlait juste avant de ce webinaire. Jacques, je te laisserai échanger sur le contexte en ce moment. Et puis, on enchaînera ensuite par Monsieur Mercadier qui présentera le fonds Eiffel Gaz Vert. Merci à lui. Temps d'échange. Ensuite, on passera à Monsieur Benoît Viron d'Agri Impact qui présentera donc le fonds Agri Impact. Et on terminera par une présentation par Madame Maquette du fonds d'investissement Tergreen. À chaque fois, des temps d'échange. Voilà. Simplement, peut-être pour cadrer pour tout le monde, qu'est-ce que le tiers financement? Eh bien, finalement, c'est tout financement en fonds propres, c'est-à-dire en capital social, en quasi-fonds propres, c'est-à-dire en compte courant associé ou en dette, autre que ce qui est apporté par les porteurs de projets initiaux, autre que les subventions régionales ou nationales et autre que la dette bancaire. On aura ces webinaires-là, on fait intervenir des financiers. On n'est pas tous financiers derrière nos écrans. Alors, il y a, je vous mettrai dans le diaporama l'ensemble des définitions qu'il faut, voilà, sur lesquelles on va peut-être échanger sur des termes sur lesquels on va peut-être avoir à discuter. Et donc, ces termes-là sont parfois un peu abscons. Vous aurez des définitions. Je vais vous les mettre d'ailleurs aussi, ce document, directement dans la discussion avec un lien que vous pouvez consulter. Voilà, un Google Doc sur lequel vous pouvez consulter ces deux tableaux. Et puis, de toutes les façons, c'est aussi l'idée de pouvoir reprendre à tête reposée ces webinaires, puisque vous aurez le diaporama et l'enregistrement. Voilà. Donc, je laisse la parole à Jacques pour une introduction. Merci à toi. Alors, Jacques, je te laisse ouvrir ton micro. Voilà, très bien. Merci Guillaume. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, Jacques Huillard, je suis référent méthanisation pour l'ADEME. Alors, sachant que nous sommes à deux, en fait, c'est un travail que je fais en duo avec mon collègue Laurent Pierre, qui lui est basé donc à Clermont-Ferrand, moi-même étant basé à Lyon. Alors, dans le cadre d'Ambition Biogaz 2023, à l'échelle terrain, nous observons souvent qu'il y a un déficit de travail dans le montage financier des dossiers. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, de culture, nous sommes soit des agronomes, soit des énergéticiens ou des gens spécialisés sur la transition écologique et énergétique. Et ces aspects de financement, c'est moins notre culture. Or, véritablement, en fait, projet après projet, on se rend compte qu'on a besoin de monter en compétence sur ces questions-là. En même temps, on sort d'une période où, c'est vrai, il y avait des parts de subventions publiques importantes de la part de la région et de l'ADEME, et également de certains départements. On pouvait aller jusqu'à 20 ou 25%, même parfois 30% de subventions publiques sur les projets, en complément du tarif d'achat national, et le reste était classiquement un financement bancaire. Et dans les orientations de l'État, vu les 10-12 ans passés en matière de développement, l'État a souhaité que l'on baisse les subventions de manière à rendre la filière de plus en plus autonome et compétitive par des marges sur les coûts d'investissement et les charges d'exploitation. C'est le message de l'État encore peu, il y a un an et demi en arrière. Bon, c'est vrai que le contexte a formidablement changé, hélas, parfois dans certaines dimensions. Toujours est-il qu'on est aujourd'hui dans une logique où, clairement, il doit toujours y avoir un financement bancaire en base, c'est très clair, toujours peut-être encore une certaine part de subvention publique de la part du Conseil régional et de l'ADEME, en tout cas pour les projets anciens tarifs, mais on sait que pour les projets nouveaux tarifs, eh bien, en général, l'ADEME maintenant ne sera pas sollicité. En plus, il y a un certain trou d'air actuellement dans la dynamique de projet, compte tenu de beaucoup d'évolutions, peut-être beaucoup trop d'évolutions. Mais quoi qu'il en soit, fondamentalement, on souhaite que le dynamisme des projets reprenne et que clairement, on fasse davantage appel au tiers financement. Alors, cela a été défini par Guillaume tout à l'heure, puis
on les a abordés déjà dans les premiers webinaires, dans les premiers webinaires. Et vraiment, on va continuer dans notre région, entre nous tous, partenaires de cette charte, à nos différentes échelles, dans nos différents rôles, on va vraiment continuer à faire connaître les possibilités des tiers financeurs parce que ça nous semble vraiment très intéressant pour compléter le montage bancaire, davantage peut-être faire appel au financement participatif, citoyen, mais aux compétences également propres à ces tiers financeurs. Et on va voir aujourd'hui quelques exemples de tiers financeurs privés et on va voir leur métier par rapport à tout ça. C'est vraiment très intéressant à connaître. Il faut qu'on fasse appel à eux. Alors, le document de base de nos webinaires, qu'on a déjà bien diffusé dans notre région, mais qu'on peut absolument rediffuser à toute personne qui ne le connaît pas, c'est ce guide ADEME GRDF qui a été produit donc à l'échelle nationale fin 2020, qu'on a déjà remis à jour début 2021. Et bon, et forcément, comme tout annuaire, il y a toujours une part de vétusté, on s'en excuse. Mais quand même, c'est un beau panorama de la grande diversité de tiers financement dans le montage des projets de méthanisation. Et on vous invite bien sûr à le télécharger, à l'acquérir et surtout, on vous invite à le faire connaître systématiquement tout autour de vous et auprès des porteurs de projets pour que cette culture du montage financier, de l'analyse bancaire dans le montage des projets soit de mieux en mieux partagée entre nous tous au service des projets et des porteurs de projets. Voilà, merci. Merci Jacques. Donc nous allons passer aux présentations des fonds. Juste avant, hein, simplement, on avait demandé à chaque fonds de faire un petit exercice sur 2 cas types. Un cas type 100 normomètres cubes plutôt porté par les agriculteurs, un cas type plus territorial 150 normomètres cubes avec un certain nombre de critères financiers en termes d'investissement et d'exploitation, d'hypothèses de fonds propres apportés par les agriculteurs, d'hypothèses de fonds propres d'aide publique à l'investissement. Et puis, du coup, la question c'était, vous, en tant que fonds, comment vous interviendrez sur ces projets. Merci à eux, ils ont la plupart fait l'exercice. Alors ça peut être des moments un peu techniques, un peu compliqués. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout, nous, notre objectif, c'est que vous ayez ça ensuite sous le coude pour prendre ça à tête reposée, voilà, par exemple, dimanche en fin de journée avant de vous lancer dans la semaine. Ok, donc du coup, je plaisante bien sûr, mais en tout cas, c'est quand même intéressant d'y revenir dessus à tête reposée, et c'est là qu'on voit plein de petites choses intéressantes. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Mercadier du fonds Eiffel Gaz Vert. Merci d'allumer votre caméra et votre micro. Merci beaucoup, Guillaume. Ah, donc c'est vous qui diffusez les slides, c'est super. Merci. Alors, je peux vous donner la main, pardon. Vous préférez que je vous donne la main, hein? Non, aucun problème. Ça me va très bien. Ok, comme vous voulez, ça marche. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de présenter les solutions que propose Eiffel et le fonds Eiffel Gaz Vert dans le monde des gaz renouvelables au sens large, et notamment, bien entendu, dans l'une de ces filières les plus dynamiques qui est la méthanisation. Merci donc à la région, à l'ADEME et à l'ensemble des organisateurs. Enchanté de faire votre connaissance. Ce sont pour nous des moments privilégiés. Donc, comme ça a été dit plusieurs fois, mais vraiment, on joue le jeu, nous, au quotidien, dès qu'on rencontre des porteurs de projets ou des personnes de la filière, d'essayer de vulgariser au maximum les concepts qu'on peut manier. Voilà, il y a un temps d'adaptation au commun et même si on fait des efforts au quotidien, il est toujours nécessaire d'en faire plus. Donc, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, à poser des questions et à me recontacter si besoin par la suite pour éclaircir certains points. Ce que je vais commencer par faire, c'est présenter Eiffel Investment Group très rapidement, parce que ce n'est pas forcément l'objet de la discussion. Vous parler ensuite un peu de gaz renouvelable, pourquoi finalement des acteurs comme Eiffel Investment Group, donc des bailleurs de fonds du monde privé, vont dans ces secteurs. Vous parlez du fonds Eiffel Gaz Vert, qui est un magnifique outil de financement, d'accompagnement des porteurs de projets avec ses valeurs ajoutées. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un panel d'acteurs avec des modes d'intervention qui seront relativement proches in fine, mais surtout avec in fine des valeurs ajoutées qui ne sont pas forcément les mêmes et qui sont, je pense, assez régulièrement complémentaires. Donc, c'est très bien de voir un panel aussi large aujourd'hui. Et puis, parler un petit peu du financement des gaz renouvelables, notamment au travers des 2 exemples qui nous ont été confiés et sur lesquels on a effectivement essayé de
mettre quelques chiffres et quelques scénarios pour interagir avec vous. Si on passe à la slide suivante, donc Eiffel Investment Group, je vous laisse passer à la slide suivante encore. Très rapidement, on est présent donc, avec un peu plus de 4 milliards d'euros d'encours qui nous viennent directement de différentes typologies d'acteurs du financement de l'économie, des assureurs, des banques, des corporates, donc des entreprises, des secteurs dans lesquels on peut investir, d'acteurs publics ou parapublics. Donc, vous verrez, je déclinerai tout à l'heure les investisseurs du fonds Eiffel Gaz Vert. On est présent sur plein de métiers. On ne fait pas que de la transition énergétique, mais ce qui nous caractérise chez Eiffel, c'est qu'on est une société de gestion de fonds d'investissement dite à impact, c'est-à-dire qu'on privilégie les secteurs de l'économie où on aura un impact positif au travers de nos financements sur l'environnement, l'emploi, l'inclusion, la santé et la transition énergétique, qui est l'un des gros piliers de notre stratégie. On est 80 personnes. On est en forte croissance par définition. Il y a ne serait-ce que 4 ans, on était 20. Tout simplement parce qu'on est sur des secteurs qui eux-mêmes sont en forte croissance et donc il faut du monde pour au quotidien être au plus proche des projets, être aux côtés des porteurs de projets, que ce soit en France, dans les régions françaises ou à l'international. Et donc, on a mis à Paris, en réalité, on est souvent là où se trouvent les projets. Et puis, on a historiquement des relations très fortes avec de nombreux acteurs du monde de l'énergie que j'ai mis en bas à droite. Alors, là, ce n'est qu'un extrait. Vraiment, c'est une infime partie de tous les acteurs avec lesquels on travaille. Et je me suis permis de mettre en avant ceux qui avaient une activité assez forte dans les gaz renouvelables. On voit que là, il y a des développeurs. On travaille bien entendu pas qu'avec des développeurs qui vont développer des portefeuilles de projets. On travaille aussi avec des porteurs de projets qui n'en feront qu'un ou deux. Voilà. Mais en tout cas, on s'attache à travailler avec tous les porteurs de projets. Là, c'est juste que les logos, en général, ce sont ceux des entreprises qui sont actives dans la filière. On a plusieurs fonds pour financer la transition énergétique. On a des fonds plus ou moins historiques. On a commencé en 2017, comme je vous le disais, avec le fonds Eiffel Énergie Transition. Aujourd'hui, c'est plus de 550 millions d'euros de fonds qui vont faire du financement en relais dans tous les secteurs de la transition énergétique. Donc, nous, notre particularité, c'est qu'on ne va pas être 100% spécialisé sur la méthanisation agricole autonome ou un sous-segment des énergies renouvelables. On fait tant de l'efficacité énergétique, des projets de production d'énergie renouvelable de toutes les filières que potentiellement des projets de gaz renouvelable sous l'angle production, distribution, mobilité, usage. On ne s'interdit rien et ça, c'est typiquement, je parlais de valeur ajoutée tout à l'heure, ça va être l'une de nos valeurs ajoutées parce qu'on va pouvoir vous apporter, quand on intervient sur un projet à vos côtés, énormément de savoir-faire, énormément de bagages, énormément de réseaux qui nous viennent de tout ce qu'on peut voir dans la filière de la méthanisation, mais pas que. Et si je prends un exemple qui parle beaucoup, parce qu'on parle du prix de l'énergie en ce moment qui est extrêmement élevé, on est des experts du financement de l'efficacité énergétique et historiquement, il s'avère que vu qu'on était dans un monde où l'énergie était assez abondante et peu chère, c'était des sujets qu'on mettait un peu de côté, notamment dans les projets de méthanisation où on avait des tarifs d'achat garantis qui n'incitent pas forcément à être très performants. Aujourd'hui, on l'a dit, le cadre évolue, il faut aller chercher de la compétitivité de ces filières dans des situations économiques un peu plus compliquées qu'à l'époque où on a pris ces décisions d'amorcer une tendance. Donc, il faut aller chercher les économies d'énergie là où elles sont, il faut aller chercher des bonnes pratiques là où elles sont. Et nous, quand on intervient dans un projet, on se fait fort de vous partager toutes ces connaissances. Et dernier point sur cette slide, on est présent dans le monde des actifs. On va financer des actifs, des projets d'actifs, donc des infrastructures, de la construction de projets, mais on est aussi capable d'accompagner des sociétés en fonds propres pour leur donner les moyens de développer leur business model et de continuer à croître dans des secteurs porteurs comme les nôtres. En quelques mots, parce que voilà, c'est toujours impressionnant de voir ce qu'on a pu faire sur les dernières années. On a investi plus d'1 milliard d'euros, ça fait plus de 2 gigas à financer. Ça commence à faire énormément de foyers approvisionnés et surtout notre motif de satisfaction principale, c'est le dernier critère, puisque comme je vous l'ai dit, on est un fonds d'impact et donc on essaye de monitorer des choses qui sont très parlantes. Alors on aurait pu aussi mettre l'emploi parce que la méthanisation et les autres filières des renouvelables dans lesquelles on s'inscrit sont de grands créateurs d'emplois, donc on est aussi ravis de mettre ça sous cet angle emploi. Mais voilà, donc on est vraiment des investisseurs du monde de l'impact et donc on est ravis quand on voit que nos investissements ont un impact extra-financier sur l'environnement ou sur l'emploi.
c'est pour nous un motif de satisfaction. Et vous voyez qu'au travers de ces slides, on peut faire beaucoup de projets avec des équipes restreintes, parce que quand je vous montrerai la taille de l'équipe, on voit qu'on arrive à faire des choses merveilleuses parce qu'on a une équipe extrêmement motivée. Si je vais ensuite rapidement sur Eiffel Gaz Vert. Donc, Eiffel Gaz Vert, c'est le premier fonds dit de place dédié à l'accompagnement des porteurs de projets dans les filières des gaz renouvelables. Pourquoi on a lancé ce fonds? Je vous fais un petit peu la genèse, tout simplement parce que ça fait du sens de voir d'où on vient et où on veut aller collectivement. Tout simplement parce que, comme vous le savez tous, on a collectivement, je pense, des objectifs très ambitieux sur les projets de gaz renouvelable, tout type de gaz renouvelable. Bon, quand on regarde notamment l'étude 100% mix renouvelable de l'ADEME et de GRT à horizon 2050, si on fait les petits calculs, il y a 30 à 50 milliards d'euros d'investissement à faire sur le seul périmètre français. Encore une fois, nous, comme vous l'avez compris, on est sur un périmètre européen. Donc, il y a énormément d'investissements à réaliser dans les prochaines années, ce qui est très positif. Ça montre qu'on va transiter vers des modèles bas carbone et des énergies renouvelables. Ça se traduit mécaniquement parce qu'on a créé des filières qui sont de plus en plus matures par énormément de projets. Alors là, j'ai mis plus de 1000 projets de production de gaz renouvelable en cours de développement. Ça, c'est juste quand on regarde sous l'œil de la filière de la méthanisation, avec le registre des capacités d'injection. La réalité, c'est que si on élargit à l'Europe et qu'on élargit aux autres filières dans lesquelles on est présent, parce qu'on est aussi présent dans la gazification, dans l'hydrogène, il faudra peut-être multiplier par 10 ou peut-être 100 le nombre de projets qu'il y a à financer en Europe sur tous ces sujets. On a historiquement, et on l'a encore, un soutien des institutions publiques. Certes, il est moins fort qu'au début quand il était une question d'amorcer ces filières, mais on a encore la chance d'avoir des mécanismes sécurisants pour le monde du financement, que sont des tarifs d'achat garantis, des subventions, des mécanismes de certificats, notamment sur le sujet de l'efficacité énergétique. Donc, il y a des soutiens, mais il y en a un petit peu moins qu'avant. Des financements qui se sont développés sur tous ces sujets. Et à la fin, il faut quand même créer de l'alignement d'intérêt entre les porteurs de projets et les financeurs bancaires. Et c'est là qu'on voit que ça fait naître des besoins de fonds propres colossaux à l'échelle de la France et de la méthanisation, mais aussi des autres filières. Et c'est là qu'Eiffel Gaz Vert a vocation à apporter des fonds. Alors aujourd'hui, on parle d'Eiffel Gaz Vert. Demain, il y aura un nouveau fonds Eiffel Gaz Vert, etc. On continuera à accompagner la filière. On n'a pas vocation à s'arrêter à l'enveloppe dont je vais vous parler. Mais c'est ce pourquoi on est allé dans cette direction. Et bien sûr, je passe sous silence le fait que c'est un investissement pour nous d'impact, puisqu'on va aller développer des gaz renouvelables, donc travailler sur la décarbonation de l'économie et créer de l'emploi et dynamiser les territoires. En 2 mots, du coup, Eiffel Gaz Vert, donc un fonds de 210 millions d'euros engagé pour le développement des filières des gaz renouvelables et des territoires. On est le premier fonds en termes de taille à l'échelle de l'Europe dédié à ces thématiques. On va sur des projets de production, de distribution et tout ce qui va être utile aux usages, à la dynamique des usages. On a voulu être sur tous ces métiers pour ne pas se retrouver face à des projets écosystémiques très pertinents à l'échelle de territoire et qu'on ne pourrait pas accompagner au motif qu'on n'est qu'un fonds dédié aux actifs de production. Non, on n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là. On veut vraiment tout ce qui, in fine, favorise le développement des gaz renouvelables, pouvoir l'adresser au travers de ce fonds. Et dans plein de procédés de production, comme j'ai pu le dire, on n'est pas que sur la méthanisation. On utilise plein d'instruments financiers, ça, le capital, les comptes courants, les obligations. Je pense qu'on va de quelque chose qui est très connu à quelque chose qui est un peu moins connu avec les obligations convertibles. On pourra vous le présenter. Grosso modo, si j'avais à vulgariser, ça s'apparente à un financement des fonds propres avec un instrument qui est historique, mais qui s'apparente à un financement et qui sera vu par la banque comme un instrument junior. Et puis un mot juste sur l'équipe, mais j'ai mis les têtes dans quelques slides, je pense. Mais voilà, l'équipe, c'est une quinzaine d'experts et in fine, sur les 5 dernières années, on a eu la chance de financer plus de 70 projets et on n'a pas vocation à s'arrêter là. Si on va sur la slide suivante, nos partenaires, parce qu'on joue la transparence, parfois on nous demande d'où viennent les fonds qu'on a investis. Alors nous, sur ce fonds, on a voulu avoir des investisseurs qui soient cohérents avec le projet sous-jacent. Tout simplement parce qu'un investisseur purement financier ou complètement désintéressé par la pertinence de l'investissement sous-jacent ou par son caractère stratégique est un investisseur qui, au premier faux bond ou à la première surprise, risque d'avoir des réactions qui ne sont pas adaptées. Donc nous, on a voulu fédérer autour de ce fonds des investisseurs qui soient motivés à l'idée que les gaz renouvelables se développent, que les territoires se développent et que l'industrie, l'économie se décarbone.
d'où les partenaires qu'on a. Donc, on a cofondé le fonds avec GRT Gaz et la Banque des Territoires. Et puis, d'autres sont venus nous rejoindre, l'ADEME Investissement, la Banque européenne d'investissement et des sociétés, des assurances ou des mutuelles du monde du BTP ou tout simplement des généralistes qui ont d'autres volontés au travers de cet investissement. On est bien entendu labellisé Greenfin, c'est-à-dire qu'on a un tiers qui contrôle les investissements qu'on fait, de sorte à s'assurer qu'ils sont vertueux, ce qui pour nous est la moindre des choses, mais c'est mieux quand c'est un tiers qui le vérifie. Si on va sur la slide suivante, voilà, l'équipe, comment on arrive à faire tout ça? C'est parce qu'on a une équipe de personnes qui sont motivées à l'idée de travailler sur tous ces sujets, qui ne comptent pas leurs heures, qui essayent d'être toujours au plus proche des porteurs de projets, disponibles pour faire avancer les projets, pour partager un réseau, pour partager un avis, pour échanger au quotidien. Donc, merci à eux, même si je crois qu'il y a qu'une personne de l'équipe qui est connectée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait du coup? Parce que vous pouvez vous poser la question de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le fonds Eiffel, enfin avec les fonds d'Eiffel plutôt, on a jusqu'à présent financé 75 projets de gaz renouvelable au cours des 5 dernières années. Et avec le seul fonds Eiffel Gaz Vert, donc on voit une forte accélération. On a eu l'occasion d'investir sur les 2 dernières années seulement plus de 100 millions d'euros dans les filières desquelles on parle aujourd'hui. Donc ça, là, je vous ai mis un petit détail et une petite carte. Vous voyez qu'on a fait beaucoup de méthanisation, on va dire territoriale, industrielle / agricole, un peu de méthanisation agricole autonome. On a fait de la valorisation de biogaz de centres d'enfouissement, de la gazéification, de l'hydrogène dans une logique de mobilité, et même des ORC, donc des turbines pour valoriser la chaleur fatale d'unités de biogaz en cogénération. Je vous parlais d'efficacité énergétique, d'aller chercher le petit plus dans les projets, et c'est ce qu'on s'attache à faire tout le temps. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on espère que bientôt on ne verra plus la carte tellement on aura financé de projets. On est en train de faire nos premiers projets au Portugal, en Espagne, en Italie aussi, à l'échelle de l'Europe, et puis on accélère fort sur la France. Si on va sur la slide suivante, schématiquement, qu'est-ce qu'on apporte comme solution? Alors ça, c'est un graphique qui est peut-être un petit peu abscon, mais grosso modo, la logique, c'est de dire, quand vous allez faire votre investissement, vous allez décaisser des fonds progressivement pour investir dans votre actif. C'est un décaissement qui se fait progressivement. Il y a des phases de développement, des phases de construction, et puis après, on opère, donc on arrête d'investir dans l'actif, sauf à aller chercher des capacités supplémentaires. On peut apporter 2 choses qui sont un peu différentes dans leur logique. Le premier produit, ça va être un produit de fonds propres. Donc là, on va investir dans les fonds propres du projet aux côtés du porteur de projet. On voit sur des durées plus ou moins, on va dire, moyen terme, 4 ans, 10 ans, entre les deux. Et la deuxième solution, c'est quelque chose de beaucoup plus court, 6-36 mois. Alors, les échelles ne sont pas tout à fait les bonnes sur la slide, mais l'esprit, c'est de dire quoi? On sait que financer un projet, même s'il est prêt à construire, c'est-à-dire qu'il a obtenu toutes ses autorisations, que les permis sont purgés d'éventuels recours, on sait que parfois, on s'est pris potentiellement un peu tard, potentiellement dans la discussion avec les établissements de crédit. On pensait que l'acteur historique allait avancer très vite et répondre favorablement dès que le projet était prêt à construire. La réalité est parfois, même assez systématiquement, un peu différente. Et de toute manière, c'est l'intérêt du porteur de projet que d'aller diversifier ses sources de financement bancaire, de jouer le jeu d'un appel d'offres un peu compétitif. Et donc, tout ça, ça peut mettre un peu de temps. Financer un projet en bancaire, ça peut mettre entre 3 mois et 12 mois quand on n'est pas expert du secteur. Donc, dans cet intervalle de temps, parfois, on a un projet qui est prêt à construire. On a des constructeurs qui vous disent là, je ne peux plus maintenir mon prix compte tenu de ce qui se passe. Donc, soit on avance, soit le projet prend 5% de coûts en plus. Voilà. Donc là, dans ces cas-là, nous, on a des solutions de financement, ce qu'on appelle relais, qui permettent de lancer la construction et d'accompagner le projet pendant quelques mois, de sorte à arriver à un moment donné à un système où on n'a pas perdu trop de temps dans le projet, sachant qu'on a souvent passé déjà quelques années à développer le projet. Donc, voilà, on n'a pas cette phase un peu d'inertie forte. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je réponde en parallèle aux questions que je… Non, on gère après. Là, il y a un temps d'échange. Par contre, voilà, on va essayer d'avancer un peu. D'accord, très bien.
Là, c'est un peu la même slide, hein, grosso modo que la précédente. C'est juste schématiquement présenté de manière différente. C'est juste là très temporel et non pas avec la logique des coûts. Donc, je laisserai peut-être passer à la suivante si on a un petit peu de… Donc, la mise en application. Donc là, on a essayé de répondre un peu aux deux cas qui nous ont été présentés. Donc, on avait une sorte de méthanisation plutôt de petite taille, 100 normaux mètres cubes, avec une logique, j'imagine, assez… en général, ça, c'est un projet porté par un exploitant agricole ou un petit collectif. Ce qu'on a juste modifié par rapport aux hypothèses de ce cas, je le dis, c'est le CAPEX, le budget d'investissement, qui était à 5 millions d'euros pour 100 normaux. Alors, 5 millions d'euros pour 100 normaux, c'est peut-être un porteur de projet qui anticipe une phase 2 où il va monter en charge. Ce que d'ailleurs le statut ICPE laisse penser, parce que 100 normaux, enregistrement, bon, il y a dans ce cas des choses qui ne sont pas entre guillemets usuelles et qui sautent un peu aux yeux. Donc nous, on a juste considéré une enveloppe d'investissement un peu plus faible dans un premier temps pour apprécier ce projet. Donc qu'est-ce qui peut se passer sur ce projet? Première option, le projet est prêt à construire, mais il y a une forme d'inertie dans le financement bancaire qui est liée à la rencontre d'un porteur de projet avec des banques qui sont spécialisées et qui vont faire des analyses et tout ça peut prendre du temps. Temps d'instruction, temps de réalisation d'audits éventuels, et puis aussi, par ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, l'intérêt potentiel du porteur de projet de mettre en place un dialogue compétitif pour vraiment négocier les meilleures conditions possibles, parce qu'en fait, négocier un petit différentiel de taux ou des conditions de frais divers et variés sur un financement qui a vocation à durer 12 à 15 ans, nécessairement, vous allez vous y retrouver très, très rapidement dans le gain financier à court terme. Donc là, on s'est dit, on va proposer de mettre en place un financement relais de la construction sur ce cas-là. C'est un bon exemple. Et donc là, on va voir qu'on va apporter à peu près 90% du montant de ce que sera le financement bancaire très tôt, avant même que la banque soit prête à intervenir. Et puis, on va également se dire que le financement relais, alors il a un coût, et puis le porteur de projet, il ne peut peut-être pas apporter le différentiel entre ce que le financement bancaire va être à la fin et le montant de financement relais qu'on serait prêt à mettre sur la table. Donc, on va lui proposer d'apporter un peu de fonds propres, de sorte, cette fois-ci, sur un horizon un peu plus long, à l'accompagner sans entrer au capital, puisque c'est ça le mérite des obligations convertibles, c'est que dans un scénario central, on ne rentre pas au capital, on laisse le porteur du projet seul chez lui et mettre à bord, si je puis dire. Bien sûr qu'on discute et qu'on a des points sur lesquels il faut qu'on échange, mais c'est un mode d'intervention qui offre beaucoup de simplicité parce qu'on n'a pas besoin de discuter comme si on était associé sur 20 à 25 ans dans une aventure commune. L'horizon est plus court et le statut du fonds versus du porteur de projet est clair et n'est pas aligné. Donc, si on va sur la slide suivante, on a mis un petit tableau emploi-ressources pour montrer comment les choses se financent. Donc, on a d'une part mis un petit schéma pour montrer que Eiffel Gaz Vert apporte des obligations convertibles fonds propres. Donc, on n'est pas au capital. On voit que le porteur de projet conserve 100% du capital du projet. Et on apporte une deuxième petite flèche qui part d'Eiffel Gaz Vert vers le SPV, un financement relais de la construction. Ce qui fait que par rapport à un CAPEX industriel de 4 millions qu'on a augmenté avec des frais financiers légaux potentiellement pour que le projet se fasse, une petite marge d'aléa parce que c'est toujours prudent d'en conserver. On voit qu'on apporte 3,2 millions de financement relais de la construction. On voit qu'on a laissé un petit peu de subvention et à la fin, le porteur de projet, il faut qu'il mette sur la table 750 000 euros dont on va contribuer à hauteur, alors désolé avec la mise en forme, chez moi la mise en forme n'était pas tout à fait comme ça, mais voilà, on va contribuer à hauteur de 500 000 euros dans les fonds propres. Donc là, on va apporter 500 000 euros en guise de fonds propres et 3,2 millions en guise de financement relais de la construction, le temps qui va être nécessaire pour que la banque intervienne en financement bancaire. Donc, on retrouve dans le deuxième tableau vert, cette fois-ci, où on voit que la banque apporte in fine 3,4 millions. Voilà. Donc, les 3,4 millions vont permettre de rembourser le financement relais de la construction plus les intérêts de ce financement relais. Et on se retrouve in fine avec une participation du porteur de projet à 250 000 euros dans le projet. Et nous, on apporte 500 000 euros sur une durée plus longue. Voilà.
Ça, c'était le premier cas de figure. Le deuxième, c'est toujours le premier cas de figure. Donc là, on a parlé de flux perçus par les porteurs de projet en qualité d'actionnaire du projet. On a vu que ce sont les seuls actionnaires du projet. Nous, on a un statut d'obligataire qui est un statut différent. On investit, on voit qu'on sort au bout de, là, dans le cas qu'on a pris 7 ans. La réalité, c'est que l'horizon d'investissement, on le détermine toujours dans le cadre d'un dialogue avec le porteur de projet. On n'a pas de schéma préconçu, si je puis dire. Et donc, d'un point de vue du porteur de projet, avec les caractéristiques qui nous avaient été données, il y avait une certaine rentabilité. Notre intervention, on voit qu'elle n'a pas d'impact très fort sur la rentabilité, puisque là, le TRI, donc le taux de rendement actualisé du porteur de projet, il est à plus de 22%, donc ça reste un très très bon projet pour lui. Bien entendu, là, on ne regarde que les performances qui sont purement financières, celles qui sont issues de la participation au capital du porteur de projet. Je ne parle pas des bénéfices extra-financiers que le porteur de projet va tirer du bénéfice de valorisation de ses couverts végétaux, de prestations de transport, de non-mise aux normes ou de mise aux normes un peu plus légères de son exploitation, de bénéfices du digestat. On n'est vraiment que sur le bénéfice économique tiré de l'investissement, donc de mémoire de 250 000 € dans le projet qu'il porte. Et on voit que c'est des montants importants parce que par rapport à ces 250 000 € là, sur 20 ans, il va faire un multiple de 9,3 fois, donc c'est colossal et tiré par définition 2,9 millions d'euros de revenus du projet sur 20 ans en ayant investi initialement 250 000 €. Voilà. Donc ça reste des performances. On dit souvent que les projets sont de moins en moins rentables. Nous, on s'inscrit un peu en faux. On trouve des leviers de rentabilité. Et d'ailleurs, l'investissement qu'on fait avec nos obligations convertibles va apporter un petit surplus de rentabilité pour l'investisseur qui est l'actionnaire porteur de projet. Si on va sur le deuxième cas… Alors, sur le deuxième cas type, mettre Oui. surtout en valeur les éléments différents. Et puis Oui, après, on bien sûr. passera un peu à des questions. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, très, très rapidement, là, on a considéré que on est sur un projet plus gros, donc plutôt méthanisation territoriale agricole et ou porté par un développeur. On a considéré que du coup, potentiellement, il avait peut-être un peu plus anticipé son financement bancaire et donc du coup, le financement bancaire est disponible dès que le projet est prêt à construire. Donc, on n'a pas mis en place de financement relais, on a juste mis un investissement qui est cette fois-ci réalisé de manière hybride. On prend une participation au capital du projet et on apporte des comptes courants et on apporte des obligations convertibles. Donc, on a fait quelque chose d'un peu différent du premier cas, juste pour montrer qu'on peut faire un peu tout sur mesure et à la carte. Si on va du coup à la slide suivante, là, on va tout simplement dire qu'on va prendre une participation entre 20 et 40% du capital du projet, apporté dans des proportions similaires du compte courant au projet. Et tout ce qui ne serait pas apporté par le capital et le compte courant dans les fonds propres, dans l'enveloppe de fonds propres nécessaire à la réalisation du projet, est apporté par Eiffel Gaz Vert uniquement via des obligations convertibles fonds propres. Et c'est comme ça que sur un projet, donc là, on n'avait pas modifié les hypothèses de coût d'investissement, mais on est sur un projet qui faisait 6,5 millions, dans lequel on a mis des frais financiers et légaux pour la réalisation du projet. Ça, qu'on s'entende, ce ne sont pas nos frais. Il y a peut-être une toute petite partie de nos frais, mais c'est surtout les frais liés à la mise en place de la dette bancaire. On a une dette bancaire qui fait quasiment 5 millions d'euros et on voit qu'on apporte au travers de 2 instruments, au total, quasiment 1 million d'euros, puisqu'on apporte 280 000 € en capital et en compte courant au projet et 700 000 € sous la forme d'obligations convertibles. Et on voit qu'en fait, le reliquat qu'apportent le ou les porteurs de projet de cette opération est limité à 325 000 €. Voilà. Et donc, les performances qu'on va voir sur la slide suivante, on va voir qu'elles sont à peu près similaires. On va voir que le profil de flux est à peu près le même. Le rendement, le TRI est à peu près le même, un tout petit peu plus faible. Le multiple est également un peu plus faible parce que le rendement est moins bon. Mais à la fin, pour un investissement modique, on avait parlé d'un peu moins de 400 000 €, on a quand même sur 20 ans 10 fois plus qui vont revenir, aux porteurs de projets. Voilà. Donc, encore une fois, c'est dense. On a essayé de jouer le jeu des deux cas. Je pense que ce qui est très important, c'est bien de retenir qu'à la fin, tout ça, je pense que par rapport à nos 2 confrères qui présentent aujourd'hui, on a des modes d'intervention qui sont de ce point de vue-là assez similaires dans les outils qu'on peut utiliser et dans la projet. Ce qui est très important, c'est juste de retenir la chose suivante. Nous, on est
un fonds d'investissement, donc on est plutôt un acteur financier. On a une vraie expertise technique qu'on met parce qu'on a financé beaucoup de projets, donc on la met au service des porteurs de projets. On n'aura pas de vocation à proposer d'autres services que celui d'apporter des solutions de financement, d'apporter un réseau, d'apporter des connaissances, d'apporter des idées. Et donc, à la fin, notre coût, parce que je ne sais pas si c'est une question qui est ressortie, mais notre coût sera fonction des risques et des opportunités propres à chaque projet, mais aussi de la structuration qu'on mettra en place. Est-ce qu'on apporte plus ou moins de fonds? Et on est ravis de toute manière à chaque projet d'essayer de faire comprendre aux porteurs de projet ce qui va faire bouger le profil de risque de notre investissement et du coup ce qui fera bouger également le retour attendu et espéré du projet. Voilà. Dont vous aurez compris qu'on s'investit pour faire en sorte qu'il soit là au rendez-vous. Bien, merci, Monsieur Mercadier. Très intéressant, donc un fonds effectivement avec des investisseurs engagés dans la transition énergétique, GRT Gaz, l'ADEME et les autres investisseurs que vous avez signalés. Des spécificités avec cet aspect financement relais. Moi, j'avais une question, mais notamment à quel moment le financement relais? Est-ce qu'il faut que le projet soit quand même permité, que tous les recours soient levés ou pas? Et puis un outil qu'on n'avait pas encore vu de mémoire, c'est l'obligation convertible, donc qui est sans doute effectivement une des spécificités, à mon avis, d'Eiffel. Alors, juste par rapport au financement relais, puis après, je passe à quel moment vous intervenez? Est-ce qu'il faut que ça soit permité et les recours purgés? Et ensuite, je passerai la parole à Bénédicte Jorsin, donc Jorsin du développeur, enfin, du bureau d'études et développement de méthanisation Opal Énergie Nouvelle, et à Serge Barge, qui est un porteur de projet. Sur la première question, sur le moment où le financement relais peut se mettre en place, un financement relais, c'est quand le projet est prêt à construire, parce que en fait, nous, on ne va pas financer en relais un projet qui, par définition, est encore incertain dans sa capacité à être réalisé. Ce ne serait pas prudent pour nous, mais aussi pour le porteur de projet, parce qu'on parle quand même d'un engagement important en euros. Et donc, si les choses se passent mal, le porteur de projet risquerait de se retrouver dans une situation délicate. Et c'est la dernière des choses qu'on souhaite pour nous et pour le porteur de projet. Donc, on intervient en financement relais que lorsque, d'après notre analyse, qui est une analyse interne, on considère que le projet est permité. Sur le sujet spécifique des recours, alors on est dans une situation assez particulière depuis quelques semaines, parce que comme les gens qui sont au courant de ces sujets savent, on a un des principaux acteurs français de l'assurance recours qui rassurait par définition les financeurs que nous sommes, que ce soit les banques ou nous, quand on fait du financement relais. On a cet acteur qui a décidé de faire un moratoire sur la méthanisation, non pas d'ailleurs en raison d'une sinistralité sur la méthanisation, mais en raison de sinistres qu'il a rencontrés sur des projets éoliens qui sont l'objet de recours quasi systématiques d'associations nationales anti-éoliens. Dans la méthanisation, on n'a pas encore eu de sinistre. On voit qu'il y a des recours en général assez beaucoup moins bien organisés que ceux qu'on peut retrouver dans le monde de l'éolien, fort heureusement. Ça n'empêche qu'il faut quand même discuter avec les opposants, essayer d'avancer pour faire en sorte que les recours s'arrêtent. Aujourd'hui, on se pose la question parce qu'on a un certain nombre de porteurs de projets qu'on connaît qui avançaient dans leur projet et avec l'idée de prendre une assurance recours. N'ayant plus d'assurance recours, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait parler nos réseaux pour essayer de trouver dans d'autres filières, justement des énergies renouvelables, des assureurs recours qui seraient prêts à aller sur le marché de la méthanisation, premièrement. Donc, on fait du lobbying, tant auprès d'ailleurs des autorités que des assureurs, pour trouver des solutions. Et deux, là, on est en train de s'interroger dans cette phase transitoire. Effectivement, je passe en comité de dossier mardi prochain pour voir dans quelle mesure on pourrait tout de même accompagner ces projets. Alors, sous quelle réserve, peut-être en faisant des audits un peu spécifiques sur le risque de réalisation ou de succès de ces recours. Mais en tout état de cause, on est en train d'essayer de réfléchir pour ne pas qu'il y ait de trous d'air dans la réalisation des projets. Je crois que ça concerne quand même plus de 100 projets en France qui aujourd'hui sont sous recours et dans cette situation délicate. Donc on est en train de travailler sur le sujet pour essayer, encore une fois, d'apporter des solutions aux porteurs de projets qui sont impactés. Merci. Voilà. Du coup, je vais passer la parole à Bénédicte Jorsin. Bénédicte, vous pouvez ouvrir votre son. Merci. Et éventuellement aussi votre caméra. Alors, je ne pourrais pas la caméra parce que je me suis arrêtée pour écouter la conférence. Ok, pas de souci. Allez-y. Mais merci de me donner la parole. Nous, on est développeurs, donc on accompagne les porteurs de projets sur toute la chaîne de valeur pour monter un projet de méthanisation jusqu'à l'obtention du financement. Merci pour votre présentation, c'était très clair.
Et merci aussi pour cette intervention sur le recours, hein, puisqu'on a des projets aussi qui sont concernés et pour lesquels il va falloir trouver des solutions. Moi, j'avais une question surtout par rapport aux audits juridiques. Hein. Bien souvent, les fonds demandent à ce que, contrairement aux banques et à ceux qui font du crédit bancaire, plutôt les fonds nous font refaire en fait des audits techniques, juridiques. Alors, je dis refaire parce que nous, en tant que développeurs, on a le savoir technique et il se trouve que chez Opal, on a tout un service juridique qui accompagne nos projets. Mais malgré tout, il y a des audits techniques et juridiques par nos confrères. Donc, deux questions. Qui les prend en charge? Avec qui travaillez-vous? Et faut-il obligatoirement les refaire voilà. Alors, ouais, chez Eiffel, on a une culture, merci pour votre question, parce que ça me donne l'occasion de mettre aussi en avant les valeurs ajoutées et le mode de fonctionnement qu'on a. On a une culture du pragmatisme qui est très fort, parce qu'on est un peu des entrepreneurs en investissement, parce que je ne l'ai pas dit, mais on est une filiale d'un entrepreneur français assez connu. Et de fait, ça se ressent dans la manière dont on approche tous ces sujets. On essaie d'être très pragmatique. Donc, quand par exemple, on intervient en parallèle d'une banque qui a fait des audits, on ne va pas s'amuser à faire des audits. En plus, on va se contenter de lire les audits qui ont été faits, de se les approprier et d'en comprendre les conclusions. Quand on intervient avant les banques, et que là, il n'y a pas d'audit disponible, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, on travaille avec en l'espèce 2 experts externes, parce qu'en méthanisation, personne ne peut prétendre rassembler toute la culture et tout le savoir autour de tous ces sujets. Donc, sur les sujets juridiques, comme on internalise, déjà, la première réponse, c'est de vous dire qu'on internalise, c'est-à-dire que sauf point très précis où on peut consulter de manière sur des périmètres extrêmement restreints nos partenaires avocats, la réalité, c'est qu'on internalise 95% de l'analyse juridique des projets parce qu'on a beaucoup de volume de projets et pas que dans la méthanisation. Donc, sur le volet juridique, c'est internalisé à 95%. Donc, ça rentre dans nos frais et donc ça n'apporte pas de coûts supplémentaires au projet. Et sur la partie, sur les enjeux agro, autorisation ICPE, loi sur l'eau, plan d'épandage et agrément sanitaire, là, on a un expert externe avec lequel on travaille qui nous fait une analyse un peu flash. C'est une personne physique, ce n'est pas un cabinet qui va être payé au nombre de pages, si je caricature un petit peu. Idem pour la partie biologie, process, efficacité énergétique d'ailleurs aussi. Donc, on a 2 experts externes avec lesquels on travaille spécifiquement sur ces 2 scopes des projets, qui sont des experts externes qu'on prend en charge dans le cadre de notre intervention. Bon, après, vous allez me dire que quand on les prend en charge, on les refacture au projet au travers de nos coûts d'intervention. La réponse est oui, mais les montants dont on parle et la bande passante que ça nécessite est sans commune mesure par définition. Donc, en gros, pour vous donner un ordre de grandeur aussi de la manière avec laquelle on est en capacité d'intervenir, ces 2 experts, on les emmène avec nous quand on fait une due deal sur site. On passe une journée sur le site avec nos 2 experts. Et entre le moment en général où on reçoit un dossier et le moment où on est en capacité de l'accompagner en fonds propres, c'est-à-dire de dire qu'on est OK et puis après d'écrire la documentation. On va dire qu'entre le moment où on rencontre le dossier et le moment où on est prêt à dire qu'on est OK, il peut s'écouler entre 2 et 3 semaines, ce qui signifie qu'on organise la due deal pendant cette phase-là, donc la visite de site. Et puis après, on va dire encore 2 à 3 semaines pour mettre en place la documentation et la signer. Donc à la fin, voilà, c'est rapide dans l'intervention, ça se veut aussi efficace et pragmatique. Donc, oui, on fait des audits, on n'est pas complètement... On n'internalise pas tous les savoir-faire, mais on le fait avec des gens avec lesquels on travaille depuis 5 ans et qui sont en capacité de nous sortir leurs conclusions de manière très rapide. Et je prends souvent cet exemple du nombre de pages, mais moi, à la fin, il y a parfois même pas de rapport avec d'ailleurs les auditeurs avec lesquels on travaille. Je leur pose souvent une question, est-ce que si c'était votre argent, est-ce que vous investiriez ? Et en fonction de la réponse, j'ai compris à peu près 100% des enjeux du projet. Merci, M. Mercadier. Ça a répondu à vos questions, Mme Jorsin ? Oui, tout à fait. C'était okay. Très bien, merci. Je passe la parole à Serge Barge. Alors, ce n'était pas en cogé, hein, les projets. Il y a un chat sur 20 ans, on est en cogé, point d'interrogation. On était en injection biométhane sur les 4 types, en tout cas. Monsieur Barge, si vous voulez préciser votre question. Oui, bonjour à tous. Vous nous avez présenté Présentez-vous d'abord, peut-être. Oui, je suis porteur de projet. Merci. Voilà. Il se trouve que Eiffel Gaz me connaît un peu. C'était Michael Adbanche. Voilà. Vous présentez un business plan qui est sur 20 ans. Alors, les contrats
de rachat de biogaz sont sur 15 ans. Quelle est la pertinence de présenter sur 20 ans, sachant que dans ce que vous présentez, l'essentiel des profits se génère dans les 6 dernières années et ce n'est pas du tout la même chose si on regarde sur les 15 ans. Bien sûr. Alors, la question, c'est est-ce qu'on aura finalement besoin de gaz dans 15 ans? Moi, ma conviction, c'est que oui, et même peut-être dans 30, dans 40, dans 50 ans, et qu'on est en train de construire des actifs d'infrastructure qui, une fois que les autorisations sont obtenues, que le terrain est sécurisé, que le réseau est tiré, les matières seront toujours disponibles. Donc, il est clair que si on limite la perspective, la projection, si je puis dire, à 15 ans sur ces projets, on a effectivement beaucoup moins de retour sur investissement que sur un horizon de 20 ans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et dans toutes les énergies renouvelables, vous avez le même sujet où vous pourriez poser la même question. Typiquement dans le solaire, aujourd'hui, si vous voulez, on a des contrats d'achat de garantie de 20 ans. Maintenant, plus personne ne considère que ces actifs, au bout de 20 ans, s'arrêtent. Donc, en fait, là, il y a bien entendu des hypothèses implicites. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre des variations assez significatives des revenus les années qui suivent les 15 premières années. Mais nous, quand on investit dans un projet, aujourd'hui, on considère la période post-premier tarif d'achat, tout comme on le fait dans toutes les autres filières, parce qu'en fait, on n'est pas là pour faire un coup dans le monde de la transition énergétique, on est là, je pense, pour s'inscrire sur le long terme dans le paysage. Donc, je ne sais plus exactement les hypothèses de tarifs qu'on prend dans 15 ans en termes de prix du biométhane. Il faudrait essayer de le reconstruire avec des hypothèses sous-jacentes de prix du CO2, de prix du biométhane, du prix des garanties d'origine associées à ce biométhane. Enfin, mais ma conviction, et je pense que c'est aussi la conviction des gens qui se lancent dans des projets de méthanisation, même si l'horizon est long terme, c'est qu'on continuera d'exploiter ces unités au-delà des 15 ans. Bien sûr, il y aura besoin d'investir dans des équipements, renouveler les choses, etc. Choses qu'on capture partiellement dans le tarif d'achat qu'on prend en guise d'hypothèse ou dans les charges qu'on utilise après la période initiale du tarif d'achat. Mais oui, c'est on a bien compris, du coup, effectivement. Merci, Monsieur Mercadier. Je vous interromps juste, parce que le grand message est passé. Effectivement, pourquoi on est sur plus que le tarif d'achat. Ça explique aussi des TRI de 20%, 22% qu'on n'a pas du tout l'habitude de manipuler, en fait, parce que nous, les principaux modèles sont quand même faits sur la durée du tarif d'achat. Vous, une deuxième spécificité, c'est que vous travaillez au-delà, finalement, de la durée du tarif d'achat, en tout cas dans les flux, voilà, parce que le projet, vous intervenez dans un délai de 4 à 10 ans, je crois. Et du coup, voilà. Mais dans les modèles, effectivement, c'était une très bonne remarque de M. Barge. On va avec des TRI de 20-22%, à condition aussi de travailler sur le post-contrat d'achat. Et ça a des impacts sur la période initiale, parce qu'en fait, mécaniquement, ça va nous permettre de justifier d'intervenir sur des conditions de coût plus faibles. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous propose éventuellement, on reviendra en fin de webinaire s'il y a d'autres questions. On est un petit peu en retard. Alors, en même temps, le troisième intervenant, je ne sais plus si je n'ai pas l'impression qu'AgriImpact est arrivé. Si, tout à fait, je suis là. Ok, bon, bah écoutez, parfait. Bah, du coup, on va passer à vous. Est-ce que je vous donne la main pour que… Alors oui, je vous donne la main parce que je n'ai pas eu le diaporama de toute façon. Donc, je vous laisse prendre le partage et puis nous présenter ce fonds AgriImpact avec ses spécificités. Et essayez si vous pouvez faire un petit peu vite, ça serait pas mal. Sachant qu'on est souvent jusqu'à 12h15 ensemble. A priori, normalement jusqu'à midi, mais il y a bien des chances qu'on dépasse un peu. Très bien. Bonjour à tous. Est-ce que l'écran est visible par tous les participants? Oui, mais ce n'est pas la version, c'est pas le diaporama plein écran là qu'on a. Oui. Alors, attendez, je vais me mettre en plein écran et c'est parti. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Écoutez, déjà, merci pour l'invitation. AgriImpact, donc pour la présentation, on est un fonds, on a levé 30 millions d'euros en fait l'an dernier. C'est un fonds qui est récent, petit fonds, tout petit fonds, 30 millions d'euros qui démarre avec une première levée de 30 millions. Le fonds, il est à l'initiative de la Fondation Avril. Fondation Avril, qui est l'actionnaire de référence du groupe Avril. Sous le groupe Avril, vous avez toute la branche financière avec Sophie Protéol et tous les actifs industriels dans le monde agroalimentaire
autour de Le Sieur, autour de Sanders, voilà, des marques fortes, un groupe de 6 milliards d'euros. Et la fondation est en fait actionnaire, ce n'est pas une fondation d'entreprise, c'est une fondation véritablement actionnaire qui détient en fait et contrôle le groupe Avril. Et avec les dividendes qui remontent de ce groupe, elle mène en fait des actions d'intérêt général au service des territoires ruraux. Il y a 2 axes sur la France et sur l'Afrique. Et à l'initiative de son ancien président, qui était Philippe Tisbord, qui est en fait à la retraite depuis quelques mois, remplacé par un nouveau président, le président de la Fondation, et aujourd'hui un agriculteur du Sud-Ouest, qui est Gérard Tubéry. Nous avons en fait lancé le fonds Agri-Impact, c'est-à-dire que nous avons en fait une levée de fonds auprès d'investisseurs publics-privés afin de constituer un fonds. Et contrairement effectivement au fonds Eiffel, nous on a un focus autour des projets de diversification qui sont en fait portés par les agriculteurs eux-mêmes. Voilà. On intervient uniquement dans des projets où il y a des agriculteurs qui sont actionnaires des projets. Voilà. Nous avons fait une levée de fonds, donc la Fondation participe et est un des souscripteurs du fonds Agri-Impact. Nous avons également levé des fonds auprès de Sophie Protéol dans le groupe Avril. Et après, c'est des investisseurs institutionnels comme BPI France, qui est le principal sponsor. On a également l'ADEME en direct. On retrouve également les acteurs du monde agricole avec les coopératives Limagrin, Arteris, Euralis. On a également Soufflé qui est présent en tant que souscripteur. On a réuni également des acteurs du monde de l'énergie avec Total Energy et puis Engie. On a un très gros assureur qui est Covea et on a une filiale d'une banque populaire, la Banque Populaire BPALC, qui est dans la région est de la France. Voilà, donc on a des acteurs qui étaient du monde financier, du monde d'énergie, du monde institutionnel, qui étaient tous en fait intéressés par le projet de la Fondation autour d'Agri-Impact, de pouvoir donner des moyens complémentaires aux agriculteurs pour les accompagner dans leur projet de diversification. Voilà. L'axe d'Agri-Impact, il n'est pas uniquement sur les sujets de méthanisation, hein, même si ça va représenter la moitié des projets. Alors, quand on dit énergie renouvelable, on peut regarder aussi quelques projets solaires, mais bon, voilà, l'axe essentiel, c'est autour de la méthanisation agricole, avec aussi quelques projets territoriaux, mais enfin, voilà, nous, c'est vraiment l'axe des méthaniseurs agricoles, que ce soit individuel avec des agriculteurs seuls ou alors du collectif d'agriculteurs. La spécificité aussi d'Agri-Impact, c'est qu'on est aussi tourné vers l'accompagnement des agriculteurs sur des projets de transformation et circuits courts. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis première transformation. Donc, on a des exemples de légumerie, de conserverie, fromagerie, biscuiterie. Voilà, c'est un peu ces sujets-là aussi qu'on regarde par ailleurs. Au niveau des tickets, voilà, on est aussi un peu dans ce schéma où on va travailler sur la structuration financière en apportant des solutions de type fonds propres en direct, hein, prise de participation ou obligations convertibles avec des durées sur 7 à 9 ans. Le fonds Agri-Impact qui vient d'être levé a en fait une horizon de sortie, une durée du fonds autour de 12 ans. Voilà. Donc, ça peut nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans des durées jusqu'à 10 ans. Ce qui est très important de mentionner, c'est que les souscripteurs qui nous ont rejoints, ils ont véritablement envie de donner un petit peu du dynamisme et de l'élan sur les territoires et soutenir des agriculteurs. Et ils sont effectivement intéressés par un retour sur investissement. Mais au-delà du retour sur investissement, c'est la mise en valeur aussi de sujets agri-environnementaux, revenus, emplois indirects sur l'exploitation. Donc, on va aussi être attentif, si vous voulez, à pouvoir sélectionner des agriculteurs qui, certes, nous, on sélectionne effectivement les projets, bien évidemment, sur la qualité des porteurs de projets, sur la qualité des projets qui sont aussi réalisés,
mais également, de manière indirecte, il y aura également un souhait de mettre en valeur aussi des impacts indirects positifs des projets sur les exploitations agricoles, qui sont également liés derrière. On est effectivement dans un… C'est véritablement un petit peu particulier hein, dans l'approche d'Agri-Impact. L'investissement est une activité réglementée. Elle a perdu quelques secondes. Elle ne pouvait pas se faire en fait, directement au sein de la fondation. Il y a en fait une réglementation AMF hein, qui est très stricte. Donc, en fait, on s'est rapproché pour ce projet de véhicules d'investissement Agri-Impact d'une société de gestion partenaire qui est Citizen Capital, avec qui on travaille en étroite coordination. Globalement, en fait, les fonds, les 30 millions d'euros qui ont été levés ont été confiés en fait à la société de gestion partenaire en fait qui règle tous les aspects réglementaires. Il valide également la décision d'investissement. On a entre nous en fait un contrat de prestation. En fait, la fondation peut réaliser aussi une petite activité commerciale. Donc, c'est ce qu'on fait à travers ce contrat à la société de gestion. Et en fait, on travaille avec l'équipe Agri-Impact, de la fondation, à l'origination, l'exécution et suivi des dossiers et qu'on réalise du coup en coordination avec la société de gestion. Concrètement, moi je travaille du coup à la Fondation Avril. Je suis en fait le directeur des projets. Et je travaille avec un collaborateur qui est Louis McLean. Et nous travaillons donc à faire l'origination, faire toutes les notes, faire tous les échanges avec les agris. Et dans chaque étape importante en fait de l'investissement, nous travaillons avec donc l'équipe de Citizen pour coordonner et puis en fait aller dans l'exécution du projet. Voilà. On n'attend pas, disons, de faire le projet puis d'avoir une décision finale. C'est un projet qui se construit en fait. En réalité, on est, contrairement un petit peu aux banques, on va en fait essayer d'accompagner le porteur de projet dans chaque étape d'avancement. Et l'idée, en fait, c'est de tirer vers le haut le projet en posant en fait pas mal de questions, en travaillant le projet avec l'agriculteur. Pour en fait qui consolide son projet dans l'étape qui est importante en fait d'aller chercher les financements avec les banques. Voilà. Donc avec qui on a aussi des échanges en amont. Donc l'idée d'Agri-Impact, si vous voulez, c'est certes d'apporter une solution financière hein, qui est concrète avec sous forme de tickets de 500 000 à 3 millions d'euros. Sous la forme de capital et d'obligations convertibles. Mais au-delà de cet argent, c'est aussi de participer un petit peu à tous ces échanges et puis, bien évidemment, de mettre en relation toutes les expériences, tout le réseau en fait, qu'on a pour les agriculteurs, de travailler sur le dimensionnement. On a aussi une approche qui est un petit peu patrimonial dans la mesure où, certes, on va analyser le projet, mais nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est surtout en fait, de créer de la valeur avec l'agriculteur, donc d'avoir une dimension un petit peu globale. Donc, on va aussi prendre beaucoup de temps à bien comprendre aussi l'exploitation, les différentes structures, dans une approche un peu patrimoniale également, avec les transmissions, avec les investissements également à venir. C'est tous ces éléments-là. Du coup, c'est, disons, la réflexion de notre rapport va aussi prendre en compte un petit peu toute cette dimension globale. Vous comprendrez bien qu'un jeune agriculteur très endetté qui a pas mal de projets aussi sur l'exploitation, on ne va pas forcément structurer le projet du méthaniseur de la même façon qu'avec un agriculteur qui aurait d'autres structures et qui aurait déjà, disons, remboursé un peu, qui ne serait pas dans les mêmes phases de développement. Voilà. On peut accélérer un tout petit peu, M. Viron. Voilà, et voilà, je crois que c'est à peu près c'était un peu ça les grands points que je vais vous donner du fonds Agri-Impact, donc qui est un fonds, un véhicule d'investissement véritablement tourné vers les agriculteurs. Pour peut-être revenir du coup sur les exemples, ça va rester proche en fait. Voilà, tous les fonds d'investissement finalement travaillent un petit peu de la même façon.
Nous-mêmes, on n'a pas en fait la capacité, ou on va pas aller sur le sujet des financements de projets. Donc, on se situe véritablement, nous, uniquement dans des projets à long terme, dans des projets, disons, portés par les agriculteurs. Donc, c'est ce sujet-là. Pour prendre un exemple récent, on vient de boucler en fait un projet d'un agriculteur qui avait un investissement à 5 millions d'euros, 125 normaux dans lequel on a apporté un ticket, nous, de 700 000 euros en quasi-fonds propres, et aux côtés de l'agriculteur qui apportait en fait, lui, 500 000 euros. Dans son apport, il y avait un petit ticket, un tout petit volant de subvention. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de travailler sur ce projet de 125, mais aussi d'aller un petit peu plus loin, à savoir un petit peu comment on va pouvoir aussi accélérer le projet et le développer, voilà, dans une approche un petit peu globale. Et c'était une exploitation familiale, donc il y a aussi des réflexions demain aussi de transmission avec la maman qui est encore un petit peu actionnaire de l'exploitation agricole. Voilà un peu pour être un peu dans les grandes lignes. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions. Alors, il y a pas de questions dans le chat, mais il va peut-être y en avoir là au fil de l'eau. Moi, j'avais du coup, merci Monsieur Viron. Alors, je sais pas, il vous reste 3 diapos, mais oui, c'est OK. C'était pour être OK. Citizen et puis. D'accord, on a fait le cœur du. Donc, moi, j'ai bien noté un fonds dont la spécificité est vraiment agricole, avec aussi une volonté de votre part d'accompagner techniquement les agriculteurs, et un fonds donc spécifiquement agricole, bien ancré dans le microcosme agricole, avec des coopératives qui participent au capital de ce fonds. Combien vous avez financé de projets aujourd'hui? Le fonds est assez jeune. Hein. Ouais, on est plus récent. On a passé 6 premiers projets en comité d'investissement. C'est vrai que là, ça va s'accélérer également. Concrètement, dans la mise en place des paiements, alors il y a 2 projets là qui ont été complètement bouclés, voilà, avec les signatures des documentations juridiques et le paiement à l'agriculteur. Voilà. D'accord. Voilà, c'est plus récent. Par contre, c'est vrai que c'est une équipe qui s'appuie d'experts du secteur agricole et des fonds d'investissement. Moi-même, j'ai un parcours en fait chez Unigrain, qui a été un des fonds leaders en fait dans le monde agricole, qui accompagne plutôt des grands groupes coopératifs et des leaders des PME agricoles. Et mon partenaire, Antoine Védrenne chez Citizen, lui, il a en fait travaillé en fait chez 8 ans ou 7 ans, je ne sais plus, dans les. Alors, attendez, je vais reprendre. C'était 7 ans dans un fonds un peu Parkwest Capital, qui était voilà, des fonds, disons, leaders dans les fonds d'investissement, avant de revenir un peu sur un fonds plus tourné vers les fonds impact, où il a travaillé en fait 5 ans gérant chez Esfin Gestion. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant de passer au dernier fonds qui est Tergreen? Peut-être une question, Monsieur Viron. Les délais d'intervention. Donc, c'est vous qu'il faut contacter s'il y a un projet dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec quel confort de délai souhaitez-vous intervenir et réagir? Comment on travaille ensemble concrètement? Tout à fait. Donc, les porteurs de projets peuvent me contacter directement. Après, dans les délais, finalement, on veut souvent, on aime bien avoir un petit temps d'échange si vous voulez, ces dossiers d'investissement, il y a quand même une collaboration, il y a un échange, qu'il faut avoir, et en fait, on ne peut pas aller trop vite non plus. Donc, je pense que les durées un peu minimum, c'est 2 à 3 mois, le temps de faire connaissance avec l'agriculteur, de bien comprendre son projet, et puis que l'agriculteur il a aussi envie en fait de nous choisir en tant que partenaire dans le développement de son projet. Donc il faut aller et donc c'est souvent ça. Et après on a souvent finalement des porteurs de projets qui construisent un petit peu le projet où tout n'est pas complètement bouclé, donc ça vient très en amont. Il y a une perte de connexion. On est coupé, Monsieur Viron. Bon.
Bon, ben, écoutez, on va passer. Je voulais l'interroger aussi sur le nombre enfin, sur les 6 projets, s'il y en avait en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je pose la même question, du coup, à Eiffel Gaz Vert, s'il est toujours là, dans les projets de méthanisation financés et à financer. Vous en avez en région Auvergne-Rhône-Alpes? Nous, il n'y a pas pour le moment. On n'a pas encore eu de projet. En Auvergne-Rhône-Alpes, d'accord. Voilà. Merci, Monsieur Viron. Du coup, on vous a retrouvé, on s'est perdu un petit peu. On va passer à Terre Green et puis du coup, je relancerai ma question à Eiffel Gaz Vert à la fin. Puis du coup, Madame Maquet, si vous pouvez justement préciser à un moment donné dans votre présentation le nombre de projets concernant en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Je vous laisse la parole. Je vous laisse partager votre écran. Oui. Comme vous préférez. Okay. Je pense que c'est plus facile quand on peut faire défiler. Alors, j'essaye. Bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne? Partager. Voilà, c'est tout bon. On ne le voit pas en mode diaporama, on ne voit pas en mode plein écran là, mais ça va. Et voilà. Voilà, parfait. Allez, c'est à vous. Voilà. Donc, merci pour la qualité des interventions. Merci à la région, à l'ADEME d'organiser ces sessions qui nous permettent d'avoir une vision plus large des modalités de financement des projets de méthanisation. Je vais vous présenter Terre Green, qui est l'entité de développement et de cofinancement du groupe Keon. Donc, je vais aller rapidement sur la présentation de notre entreprise. Je vous incite à aller voir notre site internet qui explique nos activités. Par la suite, on entrera sur les modalités d'intervention de Terre Green sur le co-développement et surtout sur le cofinancement de différentes unités de méthanisation. Donc, dans le groupe Keon, vous avez 3 entités. Vous devez connaître Naskeo, puisque c'est la plus ancienne, qui date de 2005 et qui est notre bureau d'études conception et construction et qui s'est développé sur l'activité méthanisation. Nous, notre groupe intervient uniquement sur l'activité de méthanisation et les coactivités comme du pré-traitement ou du post-traitement de digesta, mais on n'intervient pas sur d'autres énergies renouvelables. Donc, Naskeo s'est développé sur la méthanisation, notamment méthanisation agricole, a suivi le développement de Sycomore, qui réalise de l'exploitation de la maintenance, essentiellement sur les unités Naskeo, mais qui intervient aussi sur des unités qui sont hors parc, donc d'autres constructeurs. Et en 2019, en fait, est née Terre Green. Alors, pourquoi est arrivée Terre Green dans notre groupe? C'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des devis de Naskeo pour des projets qui, finalement, n'arrivaient pas à voir le jour. Et donc, l'entité Terre Green a été créée pour accompagner les porteurs de projets sur le co-développement et sur le cofinancement de ces projets-là afin de faciliter l'émergence sur les territoires des unités de méthanisation. Donc, aujourd'hui, on maîtrise vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Et vous voyez qu'on est plutôt technique. On est accompagné, bien sûr, par des experts en financement, en assurance, tout ce qui est juridique. Mais notre nature, à la base, est technique. Et même dans l'équipe de Terre Green, on est une dizaine de développeurs. On vient tous du monde agricole ou du monde de la gestion des déchets. Et on se fait au monde financier pour accompagner les porteurs de projets. Voilà notre implantation. Donc, vous voyez nos 2 implantations principales à Paris, à Nantes, avec Sycomore qui est plus largement implanté pour pouvoir répondre aux urgences d'exploitation sur les différentes unités. Et on a également le laboratoire à Narbonne pour réaliser des analyses en amont et le suivi biologique de nos unités. On est une centaine de collaborateurs chez Terre Green, donc comme je vous disais, 9 développeurs en cours de recrutement. Et donc, on travaille pas mal ensemble pour échanger sur les retours d'expérience, notamment, par exemple, sur la construction, pour valider le financement des projets à venir, avoir des REX CAPEX ou des REX de Sycomore sur l'exploitation et pouvoir optimiser, en fait, à la conception les projets qui suivent. Donc, vous avez l'ensemble de nos réalisations Naskeo. Donc, je comparerais bien les réalisations Naskeo dans lesquelles Terre Green n'est pas intervenu en tant que financeur. Donc, on n'est pas actionnaire. Donc, vous avez l'ensemble de ce parc sous les yeux avec de la cogénération et de plus en plus d'injections. Vous voyez qu'on a toute taille de projets, plutôt des projets de petite et moyenne capacité. Et historiquement, la typologie des projets est essentiellement agricole.
Aujourd'hui, agricole, on a des projets aussi purement industriels, industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, on évolue avec la réglementation sur les biodéchets et on intègre les collectivités pour leur permettre de traiter les biodéchets, soit immédiatement, soit dans la suite du projet. Donc, permettre au territoire d'avoir des exutoires pour la gestion des biodéchets et assurer le tri à la source et le respect de la réglementation. On est présent aussi à l'étranger, alors on est beaucoup moins exotique que Eiffel, mais on est présent au Japon et au Canada. Nos sites Sycomore, j'en ai parlé, voilà, on fait toutes sortes d'interventions. On travaille avec Sycomore quand on est actionnaire pour tout ce qui est mise en service. Et on peut aussi, quand on fait des audits techniques de sites pour du revamping ou pour réinjecter des fonds, devenir actionnaire pendant l'exploitation, c'est l'équipe de Sycomore qui va venir faire l'audit sur site et nous donner des recommandations. Voilà donc notre équipe Terre Green. Alors, comment on fonctionne? Je pense que vous avez eu un petit peu toutes les bases du financement par les précédentes interventions. Alors, nous, on dépend du groupe Keon qui est financé par le fonds Marguerite. Et pour le développement des projets de méthanisation, on va créer des sociétés, des SPV avec les porteurs de projets. Et on va s'adapter en fait aux besoins des porteurs de projets pour définir la place de l'actionnariat et comment financer le projet. On a tout type de projet. Donc, vous me demandiez, est-ce qu'on a des projets en Rhône-Alpes? On a ce projet Biotep pour lequel on devait commencer la construction et pour des raisons de moratoire d'assurance, effectivement, on est un petit peu bloqué. C'est un projet qu'on a développé avec un agriculteur et avec également la SEM locale pour intégrer du photovoltaïque. On a DOL qu'on a développé en intégrant également la collectivité pour offrir un exutoire sur les biodéchets. Donc, vous voyez, dans l'ensemble de ces projets, de ces sociétés-là, on en a 4 en exploitation, 4 en construction cette année et on a 13 sites, on a plusieurs sites aussi en portefeuille à développer. Donc, on a 50 projets en cours de développement. Et on a eu un nouveau financement fin d'année 2021 qui nous permet de disposer d'une enveloppe de 40 millions avec un objectif de 50 projets d'ici 2025. Tout type de projets, donc des projets sur lesquels on va arriver sur une idée, un terrain, du gisement, ou des projets qui peuvent être réalisés et puis bloqués en financement, qui ont déjà leur ICPE, leur PC, mais qui se retrouvent avec un logo de la banque. Et dans ces cas-là, on va pouvoir intervenir post-développement. On peut aussi intervenir en exploitation, comme je disais précédemment. Et si on est une entreprise du groupe Keon avec Naskeo à nos côtés, on intervient aussi sur des projets qui ont d'autres process que Naskeo. On a un site avec du Strabag, on est en train d'étudier un site avec Envitech. Donc, on n'a pas une exclusivité Naskeo. Donc, vous voyez nos localisations en vert de nos sites en développement ou en exploitation. Et on a aussi une cellule biomasse, donc une personne qui s'occupe d'assurer le gisement des sites en exploitation, mais aussi d'assurer le gisement pour des sites en développement, donc notamment pour des gisements industrie agroalimentaire ou biodéchets. Alors, nous, on se place entre les agriculteurs, le monde agricole, les collectivités. Comme on disait, on les intègre avec ces problématiques de biodéchets, de traitement d'exutoires ou pour permettre d'intégrer d'autres énergies renouvelables. Et on travaille avec, bien sûr, comme tous les professionnels de la filière, avec les nombreux acteurs, l'ADEME, les chambres d'agriculture, les institutionnels. Notre charte d'investissement. Alors, on a des contraintes et des objectifs, comme tout investisseur. On va intervenir sur des projets avec injection de biométhane et on va s'assurer que le gisement est maîtrisé par les actionnaires. D'une façon ou d'une autre, soit un échange paille-fumier, soit une production directe, mais on va s'assurer que le gisement est bien connu au moment du financement du projet. On intervient dans le capital social. Alors, on reste minoritaire, on peut prendre la majorité, ça dépend vraiment des envies, des besoins des porteurs de projets, qu'ils soient agricoles ou industriels. Pourquoi on est actionnaire? Parce que nous, on a besoin de s'intégrer au projet en financeur, mais aussi en partenaire technique.
Donc, le fait d'être au capital actionnaire, ça nous permet, par exemple, dans la construction, de suivre tous les coûts, de pouvoir bénéficier des retours d'expérience d'autres projets, de dire, bon, là, on a eu ce problème-là sur un autre projet, attendez, on va regarder comment le régler. Donc, ça, c'est à la construction, mais aussi pendant l'exploitation. Pendant l'exploitation, on va aussi regrouper les retours d'expérience de nos sites pour les apporter aux agriculteurs, les faire bénéficier de ce retour d'expérience. On est vraiment partenaire financier, technique. Voilà, notre objectif, c'est de faire vivre le site pendant toute sa durée de vie. Je vous laisse encore entre 5 et 10 minutes, Madame Maquet. Oui, très bien. Donc voilà, la structuration, on en a parlé, apport en fonds propres. Donc comme je vous l'ai dit, notre objectif, c'est un engagement sur le long terme. On ne sort pas au bout de quelques années, on reste ensemble sur 15 ans, la durée de notre business plan, et on travaille ensemble. Donc pour ça, on va mettre en place un pacte associé à la création de la société qui définit clairement les règles du jeu. Donc, comme je vous disais, 8 experts techniques qui sont disponibles dans notre équipe financement, un pôle gisement et les retours de nos activités conception et exploitation. On a regardé un petit peu les exemples d'intervention. Je vous laisserai en prendre connaissance, mais pour vous montrer que on est des actionnaires techniques en fait. Vous montrer ce qu'on peut faire, suivi des ventes de biométhane, on fait de la négociation groupée pour valoriser les garanties d'origine ou voir le tarif d'achat au-delà du CEMAX. On accompagne vraiment l'exploitation par la suite et je pense que c'est ça qui nous distingue un petit peu d'autres possibilités d'investissement. Là, c'est un petit peu à partir de quel moment on peut intervenir, je vous en ai parlé. Je vais passer directement aux 2 études de cas. Je vous présente surtout comment on travaille en fait ici dans cette diapo. Nous, ce qu'on va faire quand on arrive sur un projet, voilà tout ce qu'on va regarder avant de regarder les résultats financiers. On va regarder les 5 piliers, gisement, digestat, terrain, biogaz, acceptabilité, pour s'assurer que quand on aura un BP, un business plan durable et robuste, on ne se retrouve pas face à un pilier qui ne soit pas assuré ou une problématique qui entraîne un refus des financiers ou de la banque. On va s'assurer de bien comprendre le positionnement des porteurs de projets, de voir quelles sont leurs expertises, quelles sont leurs attentes, est-ce qu'ils veulent faire l'exploitation, comment va se dérouler la valorisation du digestat, vérifier la robustesse technique, l'évolutivité, la responsabilité. Parfois, on se retrouve avec plein de lots qui vont être disséminés et donnés à différentes entreprises. Donc là, s'interroger sur s'il y a un problème, à qui va aller la responsabilité. Valider les ratios financiers, je vous montrerai sur les exemples, et le plan de financement. Nos moyens, comment on va financer les projets? Alors, on va financer au cas par cas. On rémunère les comptes courants associés qui sont apportés par nos partenaires, par nos actionnaires et par Marguerite ou Terre Green de la même façon. En fait, les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Nous, ce qu'on nous demande pour que Marguerite Keon investisse, c'est d'atteindre un TRI projet de l'ordre de 6%. Je vous donne des ratios, ça nous a été fortement suggéré, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Chaque projet a ses particularités, ses opportunités et ses risques. Et l'objectif, nous, c'est de lever les risques s'il y en a et d'analyser les opportunités avec vous s'il y en a également. Un DSCR d'au-dessus de 130% pour s'assurer d'obtenir la dette bancaire et le TRI actionnaire de l'ordre de 12%. Donc, sur le premier exemple, nous, on est parti sur les données qui étaient transmises. On est parti sur 5 millions d'investissements. On a rajouté des frais de financement qui sont parfois oubliés et qui peuvent bloquer un projet. On a regardé les ratios qui correspondent à des ratios nous permettant d'investir dans le projet. Et par rapport aux rentabilités et aux apports de fonds propres agriculteurs qui étaient mentionnés dans le cas d'école, on a maintenu un 10% de subvention. On atteint une durabilité sur le projet. On a laissé, vous voyez, 70% du capital aux agriculteurs avec Terre Green qui a 30% du capital. Par contre, Terre Green va apporter 75% des comptes courants associés. Donc, les comptes courants associés vont permettre de financer le projet au démarrage. Ça peut être même à la création de la société, avant d'avoir obtenu le permitting.
et vont être les règles de récupération des CCA donc, sont les mêmes pour tous les actionnaires. On n'a pas de priorisation. On va négocier avec la banque pour ne pas les bloquer sur une trop longue durée. Et à partir du moment où on va atteindre la rentabilité du projet, on va pouvoir récupérer les CCA. Voilà, ça vous donne rapidement, c'est un petit peu compliqué de présenter un cas d'école parce qu'on ne rentre pas assez dans le détail et c'est un peu rapide, mais ça vous montre que sur un projet de ce type-là, nous, on considère qu'il faudrait 10% de subvention, on travaille sur 15 ans, on peut apporter donc 75% des CCA et on peut développer le projet ensemble sur ces bases-là. Un point d'attention, c'est la négociation par rapport au DSCR qui peut être considéré comme un peu faible sur ce type, sur ces enveloppes-là. Sur le deuxième projet, donc un projet plutôt territorial avec du biodéchet, on a diminué le capital des agriculteurs en considérant que c'était un projet plutôt territorial. On a considéré qu'on rapportait 40% du capital, mais on pourrait étudier la possibilité d'intégrer les collectivités qui apportent les biodéchets, d'intégrer une SEM qui voudrait faire du photovoltaïque sur les bâtiments. Donc, il y a des optimisations à regarder pour augmenter les fonds propres. Et les agriculteurs apportent aussi 230 000 € de compte courant associés. De la même façon, on pourrait intégrer d'autres porteurs de projets, enfin d'autres partenaires sur le territoire. On voit que le montant des comptes courants associés à apporter est plus important. On a pu baisser ici à 5% le montant de la subvention parce que, en fait, vous voyez qu'on a beaucoup augmenté la vente de biométhane par rapport au précédent et peu augmenté les frais de fonctionnement. Donc, le projet est plus rentable à la base sur ces données-là. On atteint, du coup, vous voyez, une rentabilité, un TRI actionnaire qui est assez élevé. Ce qui nous a un petit peu posé la question de s'assurer que dans les CAPEX et les charges, est-ce que ça inclut bien le déconditionnement et l'hygiénisation? Est-ce que dans les revenus, on a pris les redevances de traitement de biodéchets? Et on proposait, voilà, en option à étudier, de voir par rapport au cadre réglementaire, possiblement séparer l'unité de déconditionnement et hygiénisation par rapport aux évolutions réglementaires qui demandent de tout hygiéniser dans certaines conditions. Donc, vous voyez, et puis nous, on va accompagner, notre travail, c'est vraiment d'étudier avec les porteurs de projets la meilleure façon de monter le projet, comment atteindre la rentabilité. Et par la suite, on va travailler avec les banques pour aller chercher les dettes bancaires ou d'autres possibilités de financement. On peut faire appel à Eiffel. On sait pas, on travaille ensemble sur certains projets où il nous faut un financement avant l'obtention de la dette bancaire. L'objectif, c'est de respecter la rentabilité du projet sur le long terme. Voilà, donc je vous présente, vous pourrez regarder de différents projets. L'intérêt ici de DOL, c'est qu'on travaille avec la collectivité, on a une hygiénisation et on peut récupérer des biodéchets à 260 m3 et qui a vu le jour, qui a été mis en exploitation en juin 2021 et où on réalise toute l'exploitation sur demande des agriculteurs. Et ici, on a le site d'Avalon avec des déchets d'industrie agroalimentaire également et une participation plus faible de Terre Green, vous voyez, en actionnariat. Mais là, je peux ajouter des éléments, hein, oui, si vous le souhaitez. Bonjour, François-Xavier Dumur. Certains me je fais appel déjà. à un ami. Exactement. J'active ma vidéo. On vous a fait des petites fiches projet parce que les données qu'on vous a données sont très flexibles. Et c'est vrai qu'on a à peu près, nous, 12 sites, entre 12 et 14 sites. Là, pour fin d'année, on sera à peu près une vingtaine de prises de participation et d'aide aux porteurs de projets. Donc, on vous montrer des fiches projet. Celle d'avant, Métinov, non, c'était Dol Biogaz, pardon. Dol Biogaz a été développé en collaboration avec la collectivité pour qu'elle puisse valoriser ses déchets et disposer d'un outil de traitement de ces matières à partir de 2024. Donc, vous voyez, nous, on s'est positionné au début, on a investi 100% des comptes courants associés en fait, pour le financement du projet. Et ensuite, on a réduit, on s'est mis à 39%. La collectivité a pris 10% et on a un collectif agricole qui nous alimente la majorité des matières qui reprennent le digesta pour 51%. Donc là, on est sur un projet territorial, 260 en mètres cubes. On est à 9 millions d'euros, à peu près entre 9 et 10 millions d'euros d'investissement.
ça inclut l'hygiénisation et un projet de déconditionnement. La fiche d'après, on est sur un projet encore complètement différent. C'est en fait 2 agriculteurs qui avaient déjà une installation en cogénération, en méta, donc qu'ils avaient à exploiter, et en parallèle, vous développez un projet de biométhane, et dans ce cas-là, ils n'avaient pas forcément le temps de le développer, donc ils nous ont confié le développement du projet, et nous, on s'est placé donc à 20% du capital, et on apporte à peu près 50-50 en compte courant associé. Donc notre capacité, c'est d'être minoritaire au capital, mais on peut décorréler en fait le pourcentage du capital et le pourcentage de compte courant associé à mettre au projet. Au niveau du pacte d'associés, parce que ça peut être aussi une question derrière, le pacte d'associés, comment on prend les décisions? Elles font prorata du pourcentage de fonds propres, pas forcément au capital ni au compte courant, c'est les fonds propres en général. Nous, on va plutôt laisser la main sur toutes les décisions liées à l'exploitation du site, liées au choix des matières, enfin, tout ce qui est attrait au métier de l'agriculteur, nous, on n'a pas de poids à jouer là-dessus. Par contre, si on doit étudier des opportunités sur investir dans une valorisation de CO2, investir dans un déconditionneur, investir dans du PV, ou alors juste de l'apport en CCA complémentaire, dans ce cas-là, nous, on a notre mot à dire, c'est normal parce qu'on fait partie des actionnaires qui allons rajouter des CCA. Donc, on est plus dans des décisions de l'ordre financier, plus qu'opérationnel. Voilà. Je te laisse continuer, Pamela. J'ai fini. Sur cette note d'énergie. Donc, on est juste pour finir. Moi, je suis localisée à Nîmes et je m'occupe de la partie sud-est qui intègre la région Rhône-Alpes. Donc, on a des interlocuteurs par région. Eh bien, merci à vous. C'était très clair et très intéressant. Alors, je reprécise, Tergreen peut participer à des projets, vous l'avez dit, qui ne sont pas, qui n'induisent pas ensuite une unité de méthanisation de l'assemblier Naskeo. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez été invité à ce webinaire, parce que vous pouvez être complètement indépendant dans votre financement de votre maison mère et donc bien être activé pour tout type de projet. Merci à vous. Alors, moi, j'ai noté effectivement, donc vous pouviez être en actionnaire majoritaire ou minoritaire. Majoritaire, mais néanmoins avec un pacte d'associés qui peut être avec certaines décisions pour les agriculteurs, principalement pilotées par les agriculteurs, tandis que d'autres où vous jouez pleinement votre rôle d'actionnaire majoritaire. Est-ce que j'avais une question pour Tergreen et AgriImpact sur cet aspect majoritaire-minoritaire? Il me semble que vous êtes uniquement dans des interventions en termes d'actionnaires minoritaires, Tergreen et AgriImpact. Oui, alors, allez-y. Alors, allez-y, Tergreen. Ok. Nous, en fait, à l'origine, on était en minoritaire, c'est-à-dire que Tergreen a été créé comme un outil d'apport complémentaire en fonds propres, donc en minoritaire, plus développement. Et en fait, pourquoi majoritaire? C'est parce que les collectivités ont envie de développer des projets, ont envie de développer effectivement une unité de méthanisation sur le territoire et chercher un développeur. Donc là, c'est vraiment une autre forme de développement. On n'est pas sur des projets qui nous arrivent en demande de financement. On est sur des projets où il faut tout faire sur un territoire et dans ce cas-là, on est la majorité des parts. Voilà. D'accord, ok. C'est 2 modes complets. Là, dans le cas particulier de vos K1 et K2, on est plutôt sur du minoritaire, dans un cas d'apport en fonds propres. Voilà. Ok, d'accord, très bien, merci. Et du coup, oui, AgriImpact, M. Viron, vous êtes en minoritaire. Oui, tout à fait. On fera compact de Majo, le Minot. En fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver au moment où l'agriculteur a besoin de fonds propres, au démarrage des projets ou à un moment d'investissement majeur ou de phase de développement et de se retirer le bon moment en laissant en fait l'agriculteur la capacité en fait de reprendre à 100% le contrôle de son projet. Je voulais juste au bout de 10 ans, là. Parce que les agriculteurs, ils sont souvent, ils regardent beaucoup et ils sont très cultivés. Au niveau des souscripteurs du groupe Kéon, il y avait en fait notre partenaire Citizen Capital, voilà, qui est en fait sorti. Donc voilà, on n'a plus de lien entre guillemets indirect avec des souscripteurs de la méthanisation. Voilà, on travaille bien évidemment avec tout le monde et il y a effectivement la possibilité également de travailler en co-investissement avec les partenaires régionaux, les SEM et puis d'autres investisseurs. Voilà, on travaille, voilà. D'accord, très bien. Merci à vous.
Alors, je vais te donner la parole. Vous avez pu bénéficier d'un échange qui voulait être entre moi et mon future interlocutrice, mais je l'ai envoyé à tout le monde. C'est Céline Laboubé qui avait une question intéressante donc, de Solagro. Je vais te laisser intervenir, Céline, du coup, pour la poser à l'ensemble des intervenants. Puis après, on conclura ce webinaire, à moins qu'une ou deux autres questions arrivent. Hein. N'hésitez pas. Voilà, ça se terminait à midi. Bon, voilà, on va être sur plutôt du midi et quart. Céline, je te laisse la parole. Merci Guillaume. Oui, bonjour à tous. Donc Céline Laboubé, chef de projet bioénergie chez Solagro. C'était une question effectivement pour nos trois intervenants du jour. Madame Maquet, vous avez parlé de 5 piliers majeurs de la méthanisation quand vous vous engagez dans un projet de méthanisation, dont l'acceptabilité. Effectivement, aujourd'hui, 2 points clés freinent le développement des projets, à la fois le bouclage financier et l'acceptabilité ou l'appropriation des projets par les territoires. J'ai bien compris que vous n'étiez pas des ingénieurs agronomes et que vous laissiez la définition de ces critères aux porteurs de projets. Néanmoins, je voulais savoir si vous aviez des critères de durabilité de la méthanisation quand vous retenez vos projets. Est-ce que vous regardez l'impact en termes d'autonomie fourragère, par exemple, des exploitations, le type de cives quand il y a des cives, ce genre de choses? Alors, en fait, on est 2 ingénieurs agronomes. Moi, je suis ingénieur agronome moi-même et on a une personne qui vient des coopératives agricoles. Donc, on peut accompagner les agriculteurs, parce qu'on répond à leurs demandes, etc. Mais dans ce que voulait dire François-Xavier, je pense c'est qu'ils ont la main sur leurs exploitations et on est à titre de conseil et on va intégrer bien sûr la durabilité, s'assurer du choix des cives, de la limitation des cultures principales. Voilà, on les accompagne aujourd'hui, on est beaucoup sollicité par exemple sur la sylphie. On va bien sûr intégrer cet aspect-là. Après, sur l'acceptabilité sociale, la durabilité de l'installation est bien sûr importante. Et malheureusement, je n'ai pas encore trouvé de recette miracle qui permettrait de garantir la réussite du projet ou son acceptation. J'ai travaillé auparavant 4 ans en exploitation de sites de compostage déchets et on arrivait c'était le même constat. Donc, voilà. Je peux apporter mon analyse sur le projet AgriSud Énergie qu'on ne vous a pas présenté, qui est un projet à 120 normomètres cubes à côté de Royan. Royan, vous avez bien compris que c'est un peu une station balnéaire. Donc, faire une installation de méthanisation à 30 km de Royan, c'est compliqué. Ce site, il tourne maintenant depuis 1 an, et parfaitement bien. Mais un mois avant la purge du PC, effectivement, on a eu des opposants qui se sont posés un groupe d'opposants assez belliqueux. Et donc là, on a joué notre rôle d'actionnaire comme tous les autres agris qui, eux, étaient sur le territoire et qu'il ne fallait pas qu'ils aient l'impression que nous, comme on n'est pas basé à Paris, hein, mais qu'on soit ailleurs que dans leur région, on ne puisse pas intervenir et qu'on regarde ça de loin et qu'on les laisse faire. Donc non, on a fait avec eux les réunions publiques, on a fait pas mal on a fait un groupe de NEZ, on a fait visiter des installations, enfin on a essayé de dégoupiller un maximum l'opposition et on a réussi. Je pense que c'est la seule référence où on a eu une grosse opposition, on a réussi à pas avoir de recours parce que finalement on a rassuré quand même pas mal les gens et on était quand même très loin de toutes les habitations, à plus d'1 kilomètre. Mais à côté de ça, on a quand même la moitié de notre portefeuille projet où il y a des recours. Voilà, et ça, il ne faut pas le cacher. Marc-Étienne disait il y a une centaine de projets en France. Bah oui, c'est vrai. Une centaine de projets en France sur les 400, je pense, qui restent à construire. Donc, on est quand même très impacté par ce sujet recours et ça bouge beaucoup toutes les semaines. Je rajouterais juste, puisque Solagro pose la question, et puis je pense que c'est important de le préciser, c'est qu'on accompagne les porteurs de projets dans leur développement, etc., mais on n'a pas vocation à jouer le rôle de bureau d'études, ni de prendre la place d'organismes, de SEM qui accompagnent des porteurs de projets dans leur développement. Voilà, on travaille d'ailleurs sur plusieurs projets. Hein, on a eu votre intervention que vous avez accompagné le porteur de projet. Donc ça, c'est bien important de le rappeler pour les acteurs de la filière. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Mais voilà, nous, on n'a pas vocation à aller dans le détail aussi finement que certains bureaux d'études comme Solagro. Très bien, merci. Alors, j'ai lancé un sondage, n'hésitez pas à répondre. Il y a déjà un certain nombre de réponses. Je crois que la question de Céline s'adressait aussi aux 2 autres tiers financeurs. Alors, je ne sais pas s'il y a
vous voulez prendre la parole? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, j'irai un petit peu dans le sens de Terre Green. C'est vrai que on apprécie beaucoup de travailler aussi avec les bureaux d'études. J'avais moi-même bien fait connaissance de Solagro avec Jérémy sur un dossier dans le sud-ouest. Donc, effectivement, on est très, très attentif effectivement à la connaissance que vous avez accumulée sur les pouvoirs méthanogènes, sur l'organisation un petit peu des impacts indirects sur les exploitations avec les changements d'assolement. Donc, on travaille aussi beaucoup en échange aussi avec les bureaux d'études autour sur les sujets de difficultés un peu de terrain, d'opposition. Là, c'est vrai que c'est un sujet où on est un petit peu à sec. Hein. Clairement, c'est vrai que c'est très, très difficile et il y a une maîtrise qui n'est pas si simple que ça. Voilà, je sais qu'il y a des sociétés qui peuvent accompagner les agris un peu pour l'acceptabilité, mais c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement après des oppositions qui sont un peu irrationnelles. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple. Voilà. Merci. Monsieur, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, un tout petit mot. C'est vrai que sur la région Rhône-Alpes, on n'est pas encore intervenu. C'est néanmoins une région que je connais bien. J'avais accompagné en fait un groupe coopératif, la coopérative dauphinoise devenue Oxiane, où j'ai été administrateur en fait pendant 8 ans. J'étais intervenu notamment dans les reprises d'activités de diversification dans le secteur de l'œuf, Ségui de Gu. Donc voilà, on a des liens aussi de proximité avec la région, puis on espère effectivement pouvoir contribuer avec les autres fonds à faire émerger en fait des projets de votre région, voilà, parce que c'est un sujet qui reste très intéressant pour les agris. Voilà. Et là, je vous invite à reprendre contact avec Oxiane, parce qu'ils sont très proactifs sur le développement de la méthanisation et l'accompagnement de la méthanisation en région. Tout à fait, oui, on a des liens de proximité avec le président et DG qui sont très, très pertinents. Je vais, écoutez, je pense qu'on va conclure. Je ne sais plus si Eiffel est encore là, mais sinon, oui, voilà. Vous vouliez prendre la parole, Monsieur Mercadier, par rapport à ces questions, puis après on va conclure, parce qu'il est 12h15 déjà. Oui, non, le sujet dont on parle est essentiel. Hein. Par définition, le meilleur moyen d'éviter un recours, c'est de travailler le sujet en amont et de vraiment ancrer le projet dans son territoire. Voilà. Après, ce n'est pas la seule solution, bien entendu, mais il faut en passer par là. Et nous, on pousse les porteurs de projets qu'on rencontre dans ces cas-là à maintenir le plus longtemps possible le dialogue avec les opposants, répondre aux points soulevés qui sont d'ailleurs souvent les mêmes. Hein. En fait, on prend les 3 premières pages de Google et on a à peu près systématiquement les principales questions qui reviennent. Donc, on essaie dans ces cas-là effectivement aussi nous d'organiser des visites, d'essayer de travailler le point en amont et de montrer qu'on est là sur le territoire. Encore une fois, merci pour l'organisation de ce séminaire. Merci à vous, justement, plutôt que d'avoir des pages Google avec des sites qui remontent toujours les mêmes un peu ceux d'opposants. Alors, je ne sais plus si vous voyez mon écran ou pas encore, mais voilà. Oui. Je vous mets simplement quelques ressources disponibles, notamment le centre de ressources en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez d'ailleurs sur ce centre de ressources la liste d'intervenants pour des spécialistes de la concertation. Voilà, on en a répertorié, pas tous, hein, parce que ce n'est pas exhaustif, mais un certain nombre qui peuvent aider les porteurs de projets. Et du coup, avec aussi, bien sûr, d'autres références de sites Internet, et puis le lien vers le guide pour le financement de la méthanisation, dont Jacques Viard a parlé tout à l'heure, voilà, que vous pourrez consulter via le diaporama, et puis d'autres publications intéressantes et récentes. Voilà, écoutez, ce webinaire se termine. Donc le cycle des 3 webinaires sur le tiers financement se termine. Ça s'intégrait d'ailleurs aussi dans un cycle plus large, principalement pour les collectivités, avec 3 autres webinaires donc destinés principalement aux collectivités. Donc on finit un cycle globalement en région de 6 webinaires commencés début mars. Alors celui-là, écoutez, je remercie les intervenants, parce que vous pouvez voir les résultats du sondage. Il y a plus de 80% des participants qui ont apprécié ce webinaire, qui a répondu à leurs attentes. Donc c'est grâce à nos 3 intervenants. Merci à vous. Eh bien, vous aurez tous les documents et supports donc disponibles très rapidement. En attendant, je vous remercie. Je m'assure qu'il n'y a plus du tout de questions. A priori, non.
eh bien, je vous propose de conclure, de conclure ce webinaire, d'arrêter. Et puis, je vous souhaite plutôt de ne pas revisionner ce webinaire dimanche parce que la soirée électorale va néanmoins être tout à fait passionnante. Mais vous pourrez revisionner ce webinaire ultérieurement pour retrouver nos interlocuteurs et un certain nombre de détails que vous auriez oubliés. Merci à vous et très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Grand merci à vous encore. Merci à tous. Merci pour Et à l'organisation. bientôt dans nos projets. Hein. À bientôt. Ah oui, Il n'y a pas de avec problème. plaisir. Et nous restons à votre disposition à tous, bien sûr, Ouais. pour faire le lien, pour échanger Absolument. et continuer à vous apporter de On l'information. veut faire sauter votre standard. Voilà. Merci, au revoir. Merci, au Merci revoir. l'ADEME. Merci tout le monde. Au revoir.